doit aller aux toilettes plus de 10 fois par jour mais ne s'essuie jamais après. À la place, il froisse du papier toilette en boule, les mouille avec l'eau des toilettes, et presse pour enlever l'excédent d'eau, puis les solidifie avec du dentifrice avant de les envelopper dans du papier et de serrer fort, créant ainsi une clé de fortune. Quand les gardes l'ont démenotté, il a secrètement poussé la boule de papier dans la serrure. Ainsi, même verrouillée, cela lui permettait de pousser la petite fenêtre de la porte et d'atteindre le verrou électronique à l'extérieur. Quant à la façon d'obtenir le code, il avait une bonne idée. Jacques aplatit une brique de lait avec son pied, dépliez-la. Il y a une fine pellicule de cire à l'intérieur. Déchirez-la et nettoyez-la. Quand les gardes ne regardent pas, colle-la sur le clavier. Lorsque le gardien appuie sur le code, il laisse une trace. Ensuite, le film est retiré et les empreintes digitales nous donnent les 4 chiffres. Après 20 essais, la porte de la cellule s'ouvre. Mais ce n'est que la première étape de l'évasion. Le véritable objectif est de s'échapper du mur. Et pour cela, il faut connaître 3 éléments clés. Connaître le terrain, se familiariser avec les règles, et l'aide extérieure. Jacques a commencé à regarder autour de lui dès le premier jour de son incarcération. Il a réalisé qu'il y avait un point faible dans cette prison bien sécurisée, la caserne de pompiers située à côté de la cellule d'isolement. Alors, il a volontairement provoqué des bagarres avec les autres détenus pour avoir une chance d'aller à l'isolement. Puis, il était temps de se familiariser avec la routine. Jacques a remarqué qu'après le retour des prisonniers de la cour de récréation, les gardes prenaient une pause de 7 minutes, ce qui signifie qu'il n'y a personne dans la salle de surveillance pendant ce temps. Jacques a donc ouvert la porte de la cellule. Tout d'abord, il a modifié les flux de surveillance. Ensuite, il a grimpé dans le conduit de ventilation jusqu'à la caserne de pompiers. Il a rapidement enfilé une tenue de feu inutilisée. Et enfin, une aide extérieure. À l'heure convenue, le complice a fait exploser la voiture devant la prison. La prison a été tellement occupée pendant un certain temps que personne n'a remarqué que Jacques se cachait sous le camion de pompiers. Et personne n'a remarqué qu'il était monté dans la voiture de son complice. Mais voilà ce qui est étrange. La voiture a fait demi-tour vers la prison. Et Jacques s'est présenté devant le directeur. Et a tout avoué. Il s'avère qu'il n'était pas un criminel. C'est un maître de l'évasion spécialisé dans les tests de sécurité des prisons. C'est la 15e prison qu'il a conquise. Il est approché par une belle femme de la CIA qui lui demande de tester une mystérieuse prison privée spécialisée dans les pires criminels de tous les pays. Dès la description, il sait que c'est dangereux. Mais Jacques accepte quand même de le faire parce qu'il sera payé 5 millions de dollars. À ce moment-là, il ne se rend pas compte que cette mission lui coûtera sa liberté. Bientôt, c'est le jour de la mission. Pour assurer sa sécurité, fausse identité, contact et code de sortie, Jacques les avait appris par cœur. Ses complices lui ont même injecté un localisateur dans le bras. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'à peine sorti de la maison, Jacques soit attaqué par derrière avec un pistolet paralysant. Avant qu'il ne puisse réagir, il a été emmené dans la voiture. Ils ont utilisé un détecteur de métal pour trouver le localisateur et l'ont retiré avec un couteau. Puis ils lui ont donné une injection d'anesthésie. Jacques a perdu toute conscience. Quand il s'est réveillé, il fixait l'avant de la pièce avec incrédulité parce qu'il n'avait jamais vu une telle prison. Les cellules en verre suspendues n'offrent aucune intimité aux détenus. Il y a un garde armé 24 heures sur 24 sur le côté. Pire encore, il y a une caméra de surveillance à 360 degrés dans la cellule.